Bonjour à tous, nous allons patienter quelques minutes et nous allons commencer le webinaire. Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire. La réforme TVA à l'ère numérique de projet VIDA, quel impact pour votre société? Je suis Maya Eteki, responsable contenu marketing chez Aiming, et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Le webinaire durera une trentaine de minutes et nous prendrons quelques minutes pour répondre à toutes vos questions. J'en profite pour vous indiquer que vous pourriez poser toutes vos questions par l'intermédiaire du module chat qui se situe en bas à droite de votre écran. La présentation sera envoyée par la suite par mail. Alors, pour commencer, donc, il faut savoir qu'en décembre 2022, la Commission européenne a publié sa proposition de directive sur la TVA à l'ère du numérique. Cette proposition comprend 3 volets et prévoit la mise en œuvre des nouvelles mesures entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2028. Ce calendrier implique donc que la proposition soit adoptée rapidement et sans modification significative par le Conseil de l'Union européenne. Les objectifs affichés sont d'assurer le bon fonctionnement du marché unique et de réduire les coûts et charges administratives des entreprises et de protéger les intérêts financiers et économiques de l'Union européenne et des États membres tout en luttant contre la fraude TVA. Je vous propose maintenant de découvrir nos intervenantes du jour qui, elles, vont pouvoir vous expliquer, vous éclairer sur le sujet. Donc, nous avons Moïsa Grobovec, directrice internationale TVA et taxes. Bonjour Moïsa. Bonjour, bonjour à tous. Ainsi que Manuela Tessier, manager DAP Compliance. Bonjour Manuela. Bonjour à tous. Je vous propose maintenant de découvrir le programme du webinaire. Alors, nous avons les nouvelles obligations déclaratives, les nouveaux enjeux pour les plateformes en ligne, l'extension du guichet unique aux autres opérations, et enfin, nous prendrons du temps pour répondre aux questions-réponses. Je laisse maintenant la parole à nos experts. Manuela, Moïsa, c'est à vous. Bonjour donc à tous. Donc, comme évoqué par Maya à l'instant, ce nouveau projet qu'on appelle VIDA, donc VAT in the Digital Age, ou l'ère TVA à l'ère numérique, consiste en différentes mesures permettant de réformer, comme l'a dit Maya tout à l'heure, le système TVA, afin d'améliorer la collecte des recettes supplémentaires pour les États membres, tout en aidant les entreprises dans la simplification de leurs obligations déclaratives en matière de TVA. D'après la Commission européenne, donc ça c'est des chiffres qu'elle a publiés récemment, donc cette réforme devrait aider les États membres à récupérer 11 milliards d'euros de recettes de TVA par an, donc sur les 10 prochaines années, et permettre aussi aux sociétés d'économiser normalement 4,1 milliards d'euros relatifs aux coûts de compliance, notamment grâce aux déclarations TVA pré-remplies, donc c'est ça l'idée de la réforme, la fin des états récapitulatifs et aussi par les économies générales liées à la facturation électronique. Donc, mais attention toutefois aux coûts d'investissement de départ qui sont considérables, puisqu'on prévoit en effet les coûts de mise en œuvre estimés vont être très importants parce qu'on prévoit 11,3 milliards d'euros et 2,2 milliards d'euros pour les entreprises et les administrations fiscales, donc respectivement. Donc un coût considérable pour la mise en place. Donc ce vaste programme, comme on l'a déjà indiqué, vise 3 objectifs. Donc moderniser le système de reporting de la TVA via un alignement. On ne nous entend pas? On ne nous entend pas très bien. Bah, ça, c'est les aléas du direct. C'est mieux? Quelques petites minutes de mise en place technique, veuillez nous excuser. Non, apparemment non. Non.
Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. Ok. Bon, bah, désolée, hein, donc voilà. En fait, est-ce que je recommence depuis le début ou Donc, en fait, voilà, je vais juste rappeler quelques chiffres. Donc, la Commission européenne estime que cette réforme devrait aider les États membres à récupérer 11 milliards d'euros de TVA, de recettes sur la TVA, et 4,1 milliards d'euros relatifs aux coûts de compliance, notamment grâce aux déclarations pré-remplies, fin des états récapitulatifs et notamment les économies générales liées à la facturation électronique pour les entreprises. Donc, effectivement, sans oublier que ça va comporter un coût considérable aussi pour les entreprises et notamment les administrations fiscales. Donc, ce vaste programme vise 3 objectifs, comme l'a dit déjà Maya à l'introduction: moderniser le système de reporting de la TVA via un alignement des process et notamment des pratiques de contrôle transactionnel continu, ce qu'on va appeler tout au long de la présentation DRR, donc Digital Reporting Requirement, obligatoire pour les transactions intracommunautaires. Donc, je vais y revenir tout à l'heure, avec une cible, bien évidemment, à l'introduction de la facture électronique structurée à l'horizon 2028. Ensuite, contrecarrer la concurrence de l'économie de plateforme avec le commerce traditionnel, parce qu'on estime que le régime est particulièrement déséquilibré, notamment pour les transports de passagers et locations de courte durée. Donc, ça, je vais y revenir très rapidement. Et ensuite, la troisième partie que je laisserai à Manuela sur l'extension du guichet unique et d'autres opérations, et notamment instauration d'autoliquidation généralisée. Donc, commençons par le premier volet, donc, qui est volet e-reporting et e-invoicing, qui vient, quelque part, rencontrer facialement la réforme de e-reporting et e-invoicing française en application au 1er juillet 2024. Donc, 3 mesures importantes qui sont prévues de rentrer en vigueur dès le 1er janvier 2024. Donc, une nouvelle définition de la facture électronique pour s'aligner sur celle qui découle de la directive sur les factures électroniques 2014-55 UE qui concerne les marchés publics. Donc, à savoir, une facture électronique, une facture qui contient les informations requises, donc prévues par la directive, et qui ont été délivrées, transmises, reçues dans un format électronique structuré, qui permet son traitement automatique et électronique. Donc, cette nouvelle définition est légèrement différente de ce que la France a mis en place comme définition de facture électronique dans le cadre de nouvelles obligations sur le e-invoicing, qui est définie comme une facture électronique qui comporte les données à transmettre à l'administration sous une forme structurée. Donc, c'est-à-dire que la définition proposée par la Commission européenne concerne, pour une facture électronique, doit contenir l'ensemble des mentions obligatoires, et donc c'est-à-dire mention fiscale et mention TVA, sous format structuré, alors que dans le cas de e-invoicing en France, seules les données qui devront être transmises à l'administration fiscale auront vocation à être obligatoirement transmises sous format structuré. Ensuite, donc, en fait, ce changement paraît très mineur, mais il est très, très important parce que le mot structuré, en fait, est en pratique très impactante. Pourquoi? Parce que par définition, ceci exclut clairement toute facture qu'on considère comme non structurée de la définition, et à commencer par une facture, par exemple, PDF simple, ou encore lorsqu'on parle de mode de sécurisation par application de signature électronique qualifiée, qui ne pourra normalement plus s'appliquer aux factures électroniques sous format PDF simple. Pourquoi? Puisque l'article 233 de la directive réserve ce mode aux seules factures électroniques. Donc, par défaut, si PDF simple n'est plus une facture électronique, donc on ne pourra plus recourir à un mode de sécurisation par signature électronique. Donc, pour couronner le tout, en fait, cette nouvelle définition est censée s'appliquer dès l'entrée en vigueur de la directive, soit au 1er janvier 2024. Donc, en gros, ça ne laisse pas beaucoup de temps aux entreprises de s'adapter à cette nouvelle définition. Donc ensuite, la nouvelle directive prévoit également la suppression de l'obligation d'obtenir l'acceptation du client. Donc c'est-à-dire, je pense qu'on a un peu avancé très vite sur les slides, si on peut revenir juste un peu en arrière, s'il vous plaît. Merci. Donc cette nouvelle directive prévoit également la suppression de l'obligation d'obtenir l'acceptation du client. Donc aujourd'hui, en fait, quand on émettait la facture ou transmettait la facture électronique, le client devait donner son accord au préalable.
Donc, cet accord au préalable est supprimé normalement de la nouvelle proposition de directive. Donc, ça veut dire que le client devrait être en mesure on va dire, d'accepter quelque part et de traiter les factures sous format structuré. Donc, encore une fois, quelque chose qui semble en théorie très pratique, mais enfin, facile en théorie, on va dire, mais pas très pratique pour les entreprises, notamment micro-entreprises, petites PME et notamment aussi les organismes sans but lucratif. Donc, dernière chose, et après on pourra passer à la slide après. Désolée, il y a tellement de choses dans cette nouvelle réforme. L'autre nouveauté, on va dire, avec cette nouvelle directive, ça va être aussi que les États membres qui en tout cas souhaitent rendre la facturation électronique obligatoire ne seraient plus contraints à faire une demande de dérogation à la Commission européenne. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un État qui voulait mettre en place une facturation électronique devait obtenir on va dire un accord au préalable de la Commission européenne, puisque c'est contraire à la disposition de la directive. Donc aujourd'hui, on dit l'État membre, tous ceux qui souhaiteraient mettre en place cette facturation électronique n'auront plus de dérogation à demander à la Commission européenne. Par contre, ne pourront pas mettre en place ce qu'on appelle clearance model, c'est-à-dire les plateformes qui permettraient, par exemple, de passer d'abord par l'administration fiscale, valider la facture, puis la transmettre à la partie adverse. Donc ça, c'est les mesures qui rentreraient en vigueur dès 2024. Donc, niveau timing, on est très, très, très short. Ensuite, donc, slide suivante, s'il vous plaît, voilà. Donc, le projet de directive complète des propositions également avec une deuxième vague d'entrée en vigueur. Donc, ça, c'est la vague, on va dire qu'on va passer un petit peu de temps puisqu'elle concerne bien évidemment celle qui est la plus impactante, on va dire, l'obligation de e-reporting, donc DRR, pour les flux intracommunautaires. Donc, c'est ça la spécificité aujourd'hui, c'est qu'elle ne serait, entre guillemets, applicable qu'aux livraisons et acquisitions intracommunautaires, parce que c'est là où on considère que la fraude à TVA est la plus importante. Donc, les données de facture seraient ainsi mises à disposition de l'ensemble des États membres via ce fameux DRR. Et bien évidemment, ce serait couplé avec une obligation de invoicing pour ces mêmes flux. Donc, ça concernerait les sociétés établies et sociétés non établies. Les données DRR seront d'abord soumises normalement, il y a beaucoup de choses qu'on suppose également, parce que les textes finaux ne sont pas encore publiés, soumises aux autorités fiscales nationales pour qu'elles consolident et qu'elles les transmettent via une base de données commune à l'Union européenne. Et on pense à la base de données centrale VIES, qui permet aujourd'hui de vérifier votre numéro de TVA. Donc, c'est via cette base-là qu'on suppose que l'ensemble des éléments, en tout cas de DR, seraient transmises et supervisés et gérés par la Commission européenne. Et donc, dans cette base de données, on devrait retrouver également l'identification des contribuables, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, avec leur numéro donc, de TVA. Et il y aura également une intégration d'une certaine intégration dans le système de surveillance douanière et également le système électronique central concernant les informations sur les paiements, qui a une nouvelle obligation sur les plateformes de paiement. Donc, il y aura ce chemin de reporting, donc de transaction, qui serait basé sur une norme européenne, la DG Taxe Sud, donc qui est la direction générale auprès de la Commission européenne sur ces volets financiers et fiscaux. Elle considère, en fait, elle souhaite mettre en place la norme européenne pour la facturation électronique, qui est la norme EN 16931, et qui suivrait ainsi les initiatives qui sont déjà prévues pour ce qu'on appelle, nous, les relations B2G. Donc, pour des raisons de protection de données, bien évidemment, toutes les informations de facturation ne seront pas communiquées via cette plateforme, mais ce sera vraiment mise en place d'un contrôle continu des transactions, ce qu'on appelle CTC. Donc, ça permettra aussi aux clients, parce qu'il y a de bonnes choses quand même dans cette réforme, de voir quelles sont les transactions qui sont effectuées, on va dire, intracommunautaires, enfin, au sein de l'Union européenne, et quelles sont ces déclarations qui sont déclarées par rapport à leur numéro de TVA, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque aujourd'hui aussi, c'est qu'il y a une usurpation de numéro de TVA, et ça permettra ainsi aux sociétés, du coup, de vérifier s'il n'y a pas de tentative de fraude en utilisant, par exemple, le numéro de TVA qui leur appartient. La fréquence de soumission du DR devra se faire sur 2 jours, donc 48 heures ouvrables, donc suivant l'opération taxable. Donc, ce n'est pas vraiment un temps réel, mais en même temps, c'est un délai très, très court.
Donc, la directive devra être modifiée parce qu'aujourd'hui, par exemple, le délai actuel de la facturation est de 45 jours pour les facturations de livraison intracommunautaire. Donc, en fait, ça nécessite quand même un certain nombre de modifications des articles qui existent actuellement. Donc, DR, par contre, ne s'appliquerait qu'aux transactions B2B et non pas aux transactions B2C. Donc, il y a encore une différence, en tout cas, de traitement entre les différentes opérations. Donc, une nouvelle, je pense, usine à gaz, ça ne concerne que mon opinion personnelle par rapport à ça. Donc, à partir du moment où on a on va dire, un traitement différenciant selon les transactions, on peut se rencontrer beaucoup de difficultés de mise en application. Donc, ce qu'il y a à dire aussi, oui, bien évidemment, cette réforme-là aura pour but, du coup, de supprimer quelque part les états récapitulatifs. On n'en aura plus besoin, hein, puisqu'on aura ce nouveau reporting. Et donc, pourquoi de cette réforme? C'est qu'on considère qu'aujourd'hui, les intrastades ICS List, qui dataient de 93, ne permettaient pas aux États membres de s'attaquer durablement à la fraude, puisqu'elle était reporting, en fait, comportait des données agrégées par les contribuables et qui du coup ne permettait pas d'entrer dans le détail des opérations, et aussi puisqu'il y avait un décalage dans le temps, par contre, puisqu'on déposait quelque part ces déclarations, non pas en temps réel, mais avec un décalage d'un mois par rapport aux opérations effectuées. Donc, le nouveau objectif de ce nouveau DR est de fournir donc, des données quasiment en temps réel, donc 48 heures, et donc le recoupement de ces informations remontées par un fournisseur et par le client se ferait a posteriori, donc via cette base de données donc centrale, normalement VES, et serait sauvegardé pendant 5 ans, puisque la Commission européenne considère que 5 ans, c'est un délai raisonnable pour effectuer les contrôles et, cas échéant, enquêter dès qu'il y a une suspicion de fraude. Donc, et je vais finir là-dessus, il y a d'autres données qui sont également rajoutées aux informations de facturation existantes par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, notamment IBAN du compte bancaire du fournisseur qui devra être systématiquement indiqué sur les factures, la date d'échéance ou des échéanciers de paiement, et de numéro de facture initiale en cas d'avoir ou de facture rectificative. Donc, l'article 218, hein, celui qui concerne la facturation électronique, imposera donc facturation électronique comme mode de facturation par défaut à partir du 1er janvier 2028, et il ne sera normalement plus possible d'émettre les factures papier que dans les situations où les États membres l'autorisent expressément. Donc, les États membres ne seront plus en mesure d'appliquer ce qu'on appelle, nous, le clearance model, donc pre-clearance. Par exemple, c'est typiquement le modèle qui a été mis en place en Italie. Donc, il semblerait que l'Italie peut l'utiliser jusqu'à fin 2017, mais à partir du 1er janvier 2028, elle ne sera plus en mesure de l'appliquer. Donc, ça veut dire qu'il va falloir également qu'en Italie, on change de nouveau un système de facturation qui existe actuellement. Donc, voilà pour le e-reporting et e-invoicing. Donc, aujourd'hui, juste, moi, j'ai deux petites interrogations, parce que je pense qu'il y a des éléments qui doivent être revus ou précisés par cette nouvelle directive. Bien évidemment, elle n'est pas encore publiée, hein, elle est actuellement ouverte aux contributions publiques. Donc, si vous avez des commentaires à y apporter, allez-y, puisque c'est ouvert à tout le monde. Donc, nous, on a fait quelques commentaires à la Commission européenne qu'on lui a fait parvenir aujourd'hui. Il faudrait préciser donc l'article 218, vraiment pour savoir qu'est-ce qu'une facture électronique et qu'est-ce que ça signifie la façon structurée. Déférer dans le temps cette nouvelle définition de la facture, hein, au moins la coïncider avec l'entrée en vigueur de cette obligation de e-reporting et invoicing, donc en 2028 et non pas en 2024. Aussi maintenir la possibilité d'émettre les factures récapitulatives, parce que ce que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'avec cette nouvelle réforme, les factures mensuelles aux factures récapitulatives sont amenées à disparaître.
On prône pour que cette possibilité soit maintenue, puisqu'il y a des sociétés qui émettent les factures ou par exemple dans le supply chain ou des factures d'intérim ou télécom ou d'autres factures de prestations qui sont sujettes à ces facturations mensuelles. Et aussi rallonger le délai de 48 heures qui nous paraît juste improbable puisque trop ambitieux. Et en plus, on parle des jours ouvrés, donc ça veut dire qu'on sait bien que les jours ouvrés d'un État membre à l'autre ne sont pas identiques. Donc, par exemple, nous, on prône plutôt pour un délai de 5 à 7 jours de transmission qui nous permettrait un strict minimum. Et bien évidemment, prévoir un échéancier beaucoup plus en adéquation avec le monde des affaires, non pas de 2028, mais peut-être 2035, voilà, pour permettre à tout le monde de se mettre en conformité. Ensuite, voilà la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, c'est un sujet vaste, donc voilà, il y a pas mal de choses à dire. Donc, clarification des règles TVA en matière de e-commerce, des plateformes marketplace. Donc, ça, c'est la deuxième volet de proposition de directive. Aujourd'hui, on parle de plateformes, des marketplaces qui facilitent des transactions, donc les transactions aussi bien de prestations de services que de transactions de biens. Donc aujourd'hui, en matière de livraison de biens, il est prévu que le champ d'application de cette présomption d'achat-revente pour les plateformes facilitatrices soit étendu. Donc on va considérer que les plateformes soient présumées, on va dire, acheter et revendre le bien pour toutes les livraisons de biens qui sont facilitées par une plateforme. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on passe par la plateforme, c'est simple, la plateforme va être considérée, réputée, acheter et revendre la marchandise au client final et non pas juste percevoir une commission à cet effet. Donc cela s'appliquera indifféremment du statut du client, c'est-à-dire que ce soit un assujetti ou que ce soit un non assujetti, et l'état de départ de marchandise. D'accord ? Donc, cette extension de la présomption devrait donc couvrir, outre celle qu'elle couvre déjà, aussi les opérations domestiques, donc ça c'est vraiment une nouveauté, et les opérations intracommunautaires qui sont réalisées par des vendeurs établis dans l'Union européenne, et les opérations B2B en plus des B2C. Donc en fait, un vrai changement pour les plateformes. Donc pour rappel, les plateformes, ce qu'on appelle facilitatrices, sont actuellement réputées acheter et revendre les marchandises dans deux cas de figure. Donc vente à distance de biens importés, donc d'une valeur de moins de 150 €, et les ventes à distance domestiques ou intracommunautaires de biens lorsque le vendeur est établi hors de l'Union européenne. Donc, il peut avoir un stock, par exemple, au sein de l'Union européenne, mais à partir du moment où il est établi en dehors de l'Union européenne, il devait passer par cette plateforme et la plateforme devenait quelque part acheteur-revendeur présumé. Donc, ces plateformes sont donc considérées et obligatoirement tenues de collecter la TVA sur les ventes qui sont réalisées auprès du client. Et du coup, ça implique des obligations significatives en matière de TVA et de conformité. Donc, les plateformes facilitatrices de vente à distance de biens importés sont également tenues d'opter pour le guichet unique, donc le guichet IES. Jusqu'à présent, donc il y avait une limitation de seuil et comme je le disais, applicable dans un certain cas de figure et en plus facultatif. Aujourd'hui, en fait, ces plateformes devront passer par IOS et du coup, ça sera un régime non plus optionnel, mais obligatoire. Donc, de plus, le régime de vente à distance devrait en plus s'appliquer à d'autres typologies de biens, notamment celles qui étaient jusqu'à présent exclues de vente à distance, notamment les biens d'occasion, ainsi que les œuvres d'art, l'antiquité, les collections soumises au régime de la marge. Donc, tout ça va être, toutes ces opérations vont désormais pouvoir bénéficier de régime de vente à distance tel qu'on le connaît au sein de l'Union européenne. Et juste pour finir sur les prestations de services, il est prévu que les plateformes facilitatrices seront également réputées agir comme un acheteur-revendeur, c'est-à-dire acheter la prestation et la revendre au client final, pour certains nombres de services, et notamment les services de transport
et les hébergements de courte durée, c'est-à-dire de moins de 45 jours, lorsque le prestataire n'est pas établi dans l'Union européenne ou n'est pas imposable à la TVA. Donc, on va présumer qu'à ce titre, les plateformes achètent et revendent le service. Par contre, ça ne s'appliquera pas aux agents de voyage, puisque eux, ils bénéficient d'un régime qui est spécifique au régime sur la marge. Donc, l'inconvénient de cette décision est que finalement, en voulant bien faire et aligner quelque part la concurrence, on va encore une fois favoriser, là pour le coup, les vendeurs qui utilisent les marketplaces, puisque c'est les marketplaces qui deviendront par principe responsables de la collecte et le paiement de la TVA. Et par rapport, et on pénaliserait les acheteurs, les vendeurs, pardon, qui utilisent leur propre website, site internet pour vendre, qui seront du coup toujours responsables de la déclaration et de la collecte de la TVA concernée. Voilà, pour ma partie, rapidement sur les sujets sur lesquels on peut s'étendre pendant des heures. Donc, Manuela, je te laisse la parole. Merci, c'est gentil pour ma partie. Donc, moi, je viens compléter ce que disait Moïtsa en partie sur ce volet en fait, d'extension du guichet unique qui intégrera également l'introduction en fait, d'un système d'immatriculation unique à la TVA, au Single VAT Registration. Vous verrez, je pense, ce mot assez régulièrement dans les différents échanges futurs. Je compléterai aussi la partie de Moïtsa sur certains services B2B qui sont englobés dans ce guichet unique qui, je pense, pourrait être impactant pour beaucoup de sociétés également. Et sur la partie aussi d'extension sur le mécanisme d'autoliquidation de la TVA due par le preneur. Donc, pourquoi à partir du 1er janvier 2025, cette extension en fait, au guichet unique intégrera donc, le système d'immatriculation unique à la TVA? C'est que la Commission européenne en fait, propose, pour éviter en fait, les multiples immatriculations à la TVA, considère que de passer par ce guichet unique pourrait simplifier et surtout réduire les coûts administratifs d'immatriculation parce que, comme vous le savez, pour immatriculer une société dans un pays de l'Union européenne, en moyenne, le coût d'une immatriculation est d'environ 1 500 €. Voilà, donc imaginons si vous avez plusieurs immatriculations en cours, ça peut chiffrer énormément. Donc voilà, passer par ce guichet unique pourrait proposer de simplifier. Ah, je crois que j'ai un problème technique apparemment. Et mon micro est coupé. Ici. Je pense qu'on m'entend mieux. Je pense que c'est. Alors, je pense que mes donc, si je fais comme ça, j'ai plus qu'à reprendre depuis le début, donc c'est pas grave, petits aléas du technique, en direct en même temps. Donc voilà, donc je disais effectivement, je reprends, je fais la suite de Moïtsa par rapport à certains services qui vont être englobés en fait dans cette extension de guichet unique, par rapport à certains services en B2B et également en fait l'immatriculation à la TVA unique et l'extension sur l'autoliquidation de la TVA due par le preneur. C'est bon, on m'entend? Parfait. Donc en fait cette introduction d'immatriculation unique à la TVA, ou je répète Single VAT Registration, c'est le mot que vous entendrez régulièrement, permettrait en fait de réduire les coûts administratifs pour beaucoup d'entreprises parce que le coût d'immatriculation d'une société dans l'Union européenne est en moyenne équivalent à 1 500 €. Donc, imaginons que vous avez beaucoup de pays où vous êtes immatriculé, le coût n'est pas négligeable non plus. Donc voilà, la Commission européenne propose de simplifier ces démarches-là en passant par le guichet unique pour la mesure d'immatriculation. Et je reviens également sur certains services en B2B, pour le coup, là, qui pourraient être impactants pour beaucoup de sociétés, ce que je disais tout à l'heure. C'est en plus des services en B2C, d'opérations effectuées en B2C, pour certains services en B2B, comme notamment les transferts de stock et les call of stock, qui sont, je pense, impactants pour beaucoup de sociétés. Au niveau des transferts de stock, dans le cas où vous avez vous avez des entrepôts dans plusieurs pays de l'Union européenne, vous n'étiez pas obligé de passer par le HOS, mais par le biais de déclaration locale. Maintenant, cette extension de guichet permettrait aux sociétés qui ont des entrepôts dans l'Union européenne de passer par le guichet unique et de faire les déclarations HOS via ce guichet unique également, intégrant les transferts de stock. Et le call of stock. Donc, suite aux quick fixes qui ont été mis en place au 1er janvier 2020, il était mis en place cette mesure de simplification au niveau des call of stock pour éviter les différentes immatriculations à la TVA.
Donc, bon, bah, voilà, hein, la TVA évoluant, les réformes évoluant également. Normalement, au 31 décembre 2024, les quick fixes au niveau des call of stock seront abolis. Et normalement, tout ce qui est call of stock devrait également passer par ce guichet unique. Et donc, il faudrait transmettre via une déclaration OSS toutes les call of stock, donc toutes les marchandises en fait qui transitent d'un pays A à un pays B directement via les déclarations OSS. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un lourd sujet et beaucoup de questions sont à envisager par rapport à cette nouvelle réforme. Et le dernier sujet qui pour moi aussi est important concernant le mécanisme d'autoliquidation de la TVA par preneur. Donc, effectivement, la Commission européenne souhaite harmoniser en fait cette autoliquidation à la TVA qui est due par le preneur parce que, bon, voilà, jusqu'à maintenant, plusieurs États membres imposent un peu leurs propres règles. Je donne quelques exemples, par exemple au Portugal. On a beau être une société étrangère et donc avoir un numéro de TVA immatriculé au Portugal, si vous n'avez pas de représentant fiscal et légal sur le territoire portugais, vous ne pouvez pas avoir appliquer l'inversion du redevable. Donc vous êtes quand même soumis à la TVA sur cette partie-là, à la différence de la France qui, elle, a une autoliquidation de façon étendue. Que vous soyez fournisseur, que vous soyez client, vous pouvez appliquer l'inversion du redevable. Un autre exemple, en Espagne par exemple, le fournisseur, peu importe qu'il ait un numéro de TVA en Espagne ou qu'il soit juste société étrangère juste immatriculée, toute la TVA est reportée par le preneur, c'est lui qui est soumis à l'autoliquidation. Donc effectivement, la Commission européenne souhaite harmoniser ce sujet-là au niveau de la simplification et tend à ce que le mécanisme d'autoliquidation soit diffusé sur tous les pays de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2025. Donc, je mets un petit bémol là-dessus en disant que pour l'instant, la réforme n'est pas encore actée. On a encore le temps qu'il y ait d'autres modifications qui soient faites, mais en tout cas, les tendances vers quoi tend cette harmonisation du guichet unique couvrent voilà, toutes ces parties-là. On ne revient pas sur la partie OS, sur la partie B2C et la partie IOS non plus, parce qu'on met ça en amont, on a parlé légèrement, en disant qu'au niveau IOS, ce qui était facultatif pour pouvoir faire les déclarations de biens importés devient maintenant obligatoire. C'est vraiment la nouvelle réforme qui devrait arriver à partir du 1er janvier 2025. Donc voilà, en tout cas pour ma partie, je pense avoir fait le tour. Je laisse peut-être la phase soit à Maudicine, si tu veux revenir sur ce sujet. En fait, moi, je veux juste préciser, si je peux, par rapport à ce que tu disais pour les call of stock, il y a juste une tolérance qui sera mise en place, par exemple, pour les call of stock qui seraient en application, par exemple, avant la fin de la mesure, oui. Ils pourront bénéficier en tout cas d'une application supplémentaire d'une année, justement avant de passer par OS. Donc le but, c'est il y a quand même on va dire une certaine intelligence dans la mesure. Voilà. Donc effectivement, ça éviterait. C'est vrai que cette mesure, c'est pas pour rien qu'elle s'appelait Quick Fix, donc qui était plutôt là pour arranger rapidement et simplifier le régime d'opération et en tout cas d'imposition pour les opérateurs. Et aujourd'hui, en tout cas 2025, il est censé disparaître, donc au profit justement de la déclaration VROS. Donc là, on a vraiment présenté avec Manuela rapidement les plus grosses mesures. Il y en a plein d'autres qui existent, notamment une de mesures qu'on n'a pas parlé, c'est que aussi la condition d'appréciation de seuil de 10 000 €, donc ça c'est plutôt pour les petites entreprises. En matière de vente à distance. Il y a également la discussion de la suppression des seuils d'immatriculation pour les aligner quelque part aux seuils qui sont applicables aux sociétés locales, parce qu'aujourd'hui, on a Manuela peut témoigner, parce que c'est elle qui gère la partie déclarative. Aujourd'hui, par exemple, quand on est une société étrangère, à partir du moment où, dans la plupart des pays, on fait 1 € d'opération taxable, on doit s'immatriculer normalement à la TVA localement. Et effectivement, ça crée une espèce de distorsion aussi de concurrence par rapport aux sociétés locales. Donc, il est aussi question aujourd'hui d'instaurer un seuil unique, donc aussi bien pour les sociétés locales que les sociétés étrangères. Donc, si on ne dépasse pas ce seuil, le seuil dont il est question, il est de 100 000 €
de chiffre d'affaires à partir de 2025. Donc ça aussi, encore une fois, on met des bémols aujourd'hui puisque les textes ne sont toujours pas votés, comme on l'a dit en introduction, et on l'a répété tout au long de cette présentation. Normalement, le vote est attendu pour 24 octobre prochain. Donc, ça laissera très peu de marge de manœuvre finalement concernant les mesures, en tout cas celles qui sont censées rentrer en vigueur en 2024. Donc voilà, donc, on voit un timing particulièrement tendu aussi bien pour les États membres que pour surtout les acteurs. Donc actuellement, comme je le disais, une consultation publique qui est ouverte. Donc, n'hésitez pas, hein, tout le monde peut contribuer, aussi bien les sociétés, les individus, s'exprimer contre ou avec, pour cette mesure, ou pour, mais avec quelques on va dire réserves. Ce qu'on voit aujourd'hui, il y a un certain consensus, hein, un certain accord qui se dégage par les gouvernements, par les États membres. Donc, il y a de fortes chances que cette mesure, de toute façon, tôt ou tard, voit le jour. Donc, peut-être pas à court terme, mais en tout cas à moyen terme. Il y a vraiment une volonté d'harmoniser au sein de l'Union européenne cette facturation, e-reporting d'abord et ensuite facturation électronique. Donc, je pense qu'on a vraiment un problème de timing. Mais par contre, on considère qu'il est indispensable pour les opérateurs d'anticiper d'ores et déjà ces dernières propositions, hein, dans la définition de votre stratégie aussi, de mise en conformité avec les nouvelles obligations, hein, qui sont en vigueur en France, et d'autres qui viennent, hein, parce que là, l'Allemagne a aussi mis sur la table les grosses discussions sur l'introduction de facturation électronique localement. Donc aujourd'hui, les systèmes qui sont mis en place présentent une grande diversité, hein, donc le coût lié à cette fragmentation, on va dire, pour les entreprises sont aussi bien multinationales, enfin celles qui ont des opérations internationales, sont significatifs. Et aujourd'hui, j'ai lu un rapport où ils ont estimé environ 1,6 milliard d'euros par an de coûts qui sont générés en plus pour s'adapter aux différentes mesures locales. Donc cette harmonisation européenne, on va dire, elle est la bienvenue, mais on l'aurait peut-être espéré un peu avant que toutes ces mesures nationales, notamment S2I, SBI, invoicing en France, soient effectivement SFT mis en application un peu partout en Europe. Donc la France, comme les autres États membres, devra donc converger, on va dire, son système d'e-reporting vers le DRR européen à partir du 1er janvier 2018. Donc on va dire qu'on a encore des gros chantiers en perspective pour les années à venir. Effectivement. Voilà ce qu'on voulait vous dire avec Manuela aujourd'hui. Donc désolée encore une fois pour ces aléas en tout cas du direct, on va dire, et puis aussi les slides qui sont finalement restés bloqués sur voilà, au milieu de la présentation, mais bon, voilà, ça fait partie aussi du live. Donc, comme disait Maya, vous aurez des slides. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, Maya. Et si on peut y répondre, c'est pas évident. Alors, du coup, on a une question. Alors, est-ce qu'avec cette nouvelle extension de l'os, les sociétés pourront déduire de la TVA payée en amont? Effectivement. Bonne question. Donc, pour l'instant, c'est pas impacté, on ne sait pas encore. Pas sûr. C'est les questions qui se posent effectivement, parce que comme tout un système qui se met en place, le gouvernement ne pense pas forcément à tout. Donc effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de sujet acté sur la partie déductible via ce poste si on pourra récupérer par ce biais. Désolée. Super, merci. Alors, on a une deuxième question. Que deviendront les ECSL intransfert avec la facturation électronique et le reporting en réel? Je l'ai précisé. Donc, comme effectivement, Moïse l'a précisé lors de cette présentation, au vu de cette nouvelle réglementation et du reporting qui arrive, effectivement, on pense
que les intratrates et le e-césarisme vont tendre à disparaître, effectivement, pour avoir un temps réel d'information et surtout ne plus avoir d'informations agrégées. Pour avoir vraiment le plus micro-détail. Donc oui, ça tend à disparaître. Maintenant, peut-être pas au 1er janvier 2025, ni à au 1er janvier 2028 non plus, mais effectivement, il faut garder en tête que ces deux prestations risquent de disparaître également. Super, merci. On a une autre question. Alors, donc, il y avait la disparition des factures récapitulatives en fin de mois. Qu'en est-il pour la facturation trimestrielle? En fait, c'est vrai qu'ils n'ont pas précisé dans les textes. En fait, ils n'ont pas précisé non plus que les factures récapitulatives ne seront plus acceptées. C'est juste qu'ils tendent à supprimer l'article concernant ces factures récapitulatives. Donc, qui dit récapitulative dit qu'elles soient mensuelles ou trimestrielles. Je pense que, en tout cas, aujourd'hui, à la lecture de la proposition, serait amenée à disparaître. Pourquoi? Parce que justement, via ce e-reporting, en fait, la justice est obligée de transmettre les données de facturation sous 48 heures. Donc, à partir du moment où il y a cette obligation, on voit pas mal comment on peut cohabiter en fait, deux opérations, enfin, deux traitements, on va dire, complètement différents. Cependant, encore une fois, aujourd'hui, cette mesure ne prend pas suffisamment, selon nous, en considération les spécificités d'un certain nombre d'opérateurs et de services, notamment les services de prestations, tout ce qui est opérations de prestation, intérim et d'autres services qui, par principe, généraient des factures mensuelles et qui sont visiblement les oubliés, on va dire, de cette réforme. Donc, nous, on a milité quelque part via des réponses qu'on a pu fournir à la Commission européenne et d'autres que j'ai pu lire, en tout cas sur la Commission européenne et déposées par d'autres opérateurs, militent justement pour la sauvegarde, on va dire, de cet article qui justement permettrait une dérogation au principe de soumission presque en temps réel des données de facturation. Donc voilà, normalement, elles font partie du scope de facture mensuelle. Donc le même sort, mais peut-être qu'on peut s'imaginer que d'ici le vote final en octobre, on aura cette dérogation qui apparaîtra, en tout cas pour cette typologie de facturation. On l'espère, en tout cas. Super, merci beaucoup. On n'a plus de questions. D'accord. Merci Manuela, merci Moïta pour cette présentation très intéressante. Merci à tous pour vos questions. N'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran pour poser toutes vos questions. Nos experts se feront le plaisir de vous répondre. Merci à tous et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.